Bonjour Lucien Cerise. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes auteur, vous avez un cursus universitaire en philosophie et en communication, spécialisation langage et épistémologie, et vous avez notamment écrit « Gouverner par le chaos », où vous parlez de l'ingénierie sociale. Est-ce que vous pourriez nous dire comment l'ingénierie sociale utilise l'urgence pour déplacer la fameuse fenêtre d'Overton ? Eh bien, pour faire bouger un sujet social, un individu ou un groupe, pour le pousser à changer, parfois il faut le déstabiliser. C'est-à-dire que un sujet social, un individu ou un groupe qui est adapté à son environnement n'a pas besoin de changer. C'est-à-dire qu'il a des routines, il a des habitudes, il a des algorithmes comportementaux qui sont adaptés et qui donc sont fructueux, qui lui permettent de vivre décemment et de manière autonome ou souveraine. Donc, si vous voulez, face à ce type d'organisation, c'est-à-dire qui marche, comme on dit que on parle d'une équipe de foot, par exemple, une équipe qui gagne, eh bien, si vous voulez la déstabiliser, il va falloir créer une rupture dans son mode de fonctionnement. Et cette rupture peut être traumatique, c'est-à-dire en fait reposer sur quelque chose de douloureux qui sera éprouvé par le groupe. Ça peut être aussi une récompense, une promesse de récompense. La promesse de récompense fait partie des classiques de la psychologie du conditionnement. Quand vous voulez conditionner un animal, quand vous voulez dresser un animal, il y a deux façons, il y a deux manières. C'est la carotte, donc la récompense, et le bâton, c'est-à-dire la douleur. Eh bien, l'humain, c'est pareil. L'humain est un animal dont on peut dresser ou redresser ou déformer le comportement en utilisant la carotte et le bâton, la carotte ou le bâton. Donc c'est en ce sens que effectivement parfois c'est ce que Naomi Klein avait appelé dans son livre La stratégie du choc. Elle fait un parallèle entre le capitalisme du désastre, enfin le capitalisme qui repose sur la destruction, et les méthodes de mind control, de contrôle psychique par le traumatisme. Qui ont été théorisés notamment par la CIA, mais en fait c'est plus ancien que ça. Donc c'est pour ça que vous dites que ça vise l'inconscient et le subliminal, cette ingénierie. Oui, parce que en fait, si vous voulez, le choc ne doit pas être perçu comme venant de sa véritable source. C'est-à-dire que, en fait, si vous, par exemple, en tant qu'ingénieur social, en tant qu'expérimentateur, vous infligez un choc à un sujet qui vous repère comme étant à l'origine du choc, il va vous percevoir comme une menace. Donc, en fait, le choc doit être, la perception du choc doit être réorientée sur une cause extérieure. Vous, en tant que pompier pyromane, puisque ça revient à ça, vous devez réussir à faire croire que l'incendie est arrivé tout seul, alors que c'est vous qui l'avez allumé. Donc là, toute la question des subterfuges et du jeu illusionniste, du jeu de prestidigitation sur la perception du sujet cible, là, ça devient essentiel. Il faut effectivement travailler sur le champ attentionnel de votre cible pour lui faire croire que l'incendie arrive tout seul, alors que c'est vous qui l'avez allumé, ou pour faire croire dans une perspective de démolition contrôlée que en fait c'est un séisme, par exemple, qui fait tomber, ou que ce sont des avions qui font tomber des tours, par exemple, alors que vous avez de vous-même placé des charges explosives pour faire tomber les tours, et que en fait les avions se sont simplement écrasés dans la tour. Mais c'est en fait comme l'ont dit un certain nombre d'architectes par rapport au 11 septembre, tout le monde a compris mon allusion. En fait, des avions ne peuvent pas faire tomber des tours, surtout pas deux avions ne peuvent pas faire tomber trois tours.
Là, il y a effectivement un léger problème en termes de BTP, quoi, tout simplement, enfin en termes de bâtiment. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, en fait, il faut effectivement donc réorienter l'attention sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre que vous. Ça, c'est la base. Donc, vous devez occuper la place du sauveur. Dans le triangle de Karpman, c'est une structure d'interaction psychologique à 3 places qui a été donc théorisée par l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire que dans la sensibilité d'autrui, nous pouvons occuper 3 places. Le bourreau, la victime ou le sauveur. Donc, si vous déstabilisez un groupe et que le groupe vous voit comme agent déstabilisateur, qu'il vous perçoit comme étant l'agent déstabilisateur, vous serez perçu comme le bourreau, c'est-à-dire comme le fauteur de troubles. Donc vous devez impérativement masquer, dissimuler que vous êtes à l'origine de la déstabilisation. Et vous devez occuper la place du sauveur, ou éventuellement faire preuve de compassion vis-à-vis du groupe déstabilisé, et chanter, comment dire ça, pleurer avec le groupe, et donc lui faire comprendre que vous êtes une victime vous aussi. Mais vous avez la solution. C'est le principe du pompier pyromane. Et là, donc, vous apportez en fait, un nouveau protocole comportemental qui va permettre au groupe de se restabiliser, mais selon un nouveau code. Et là, vous avez gagné. Si vous parvenez à faire adopter à ce collectif, à ce groupe, ou même à ce sujet individuel, un nouveau type de comportement à la suite d'une déstabilisation furtive, eh bien, en fait, vous avez gagné, vous avez réussi cette opération de conduite du changement, selon le terme, le nom de cette méthode de management. Et l'opération est gagnée, et ensuite vous pouvez refaire l'opération à plusieurs reprises, c'est-à-dire en fait pour aller toujours plus loin et déplacer le groupe cible toujours plus loin de son mode de fonctionnement originel. Cette devise latine, ordo ab chaos, c'est cela, on crée un nouvel ordre à partir d'un chaos. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est donc et alors en fait le chaos peut être perçu comme venant de l'extérieur, mais il faut que ce soit une causalité tierce. Vous ne devez pas être perçu comme l'origine du chaos, sinon c'est raté. C'est-à-dire que vous serez accusé, vous, et le groupe va se liguer contre vous. En fait, finalement, va se renforcer en réalité. C'est-à-dire que les liens de confiance à l'intérieur du groupe vont se renforcer à mesure que la méfiance naît par rapport à vous, si vous êtes perçu comme le fauteur de troubles. Et donc vous devez impérativement avancer masqué. Bon, ça c'est le principe de l'ingénierie sociale au sens du piratage informatique, au sens de Kevin Mitnick, qui s'est approprié l'expression de social engineering pour qualifier cette méthode, qu'il résume de la manière suivante: c'est l'usurpation d'identité qui permet l'abus de confiance. Vous usurpez l'identité du sauveur ou de la victime pour abuser de la confiance de la vraie victime, et en désignant un bourreau extérieur. Le bourreau, donc ça peut être Ben Laden dans sa grotte en Afghanistan sans électricité, mais ça peut être aussi le SARS-CoV-2, par exemple, et qui est encore plus impalpable en fait que des réseaux terroristes islamistes, et donc encore plus facile à manipuler par le langage. Les armes invisibles sont les plus puissantes ? Oui, les armes psychologiques, c'est en fait les armes verbales, les armes sémantiques, les armes cognitives. Parce que vous pouvez faire croire à un individu à quelque chose qui n'existe pas, et donc vous pouvez prendre le contrôle de son comportement sur la base d'un récit, s'il vous fait confiance. Si vous avez la confiance d'autrui, en fait, vous en faites ce que vous voulez. Tout repose là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, le B.A.B.A., la base de l'ingénierie sociale, donc ça c'est mon apport personnel, ça consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Donc
pour faire monter la confiance à mon égard, ou éventuellement l'indifférence, parce que parfois, il vaut mieux ne pas être perçu du tout, pendant que vous déstabilisez le groupe. Donc, soit vous êtes perçu comme le sauveur qui va apporter la solution de restabilisation du groupe, et donc là, vous êtes perçu avec de la confiance, soit vous n'êtes pas perçu du tout, et vous faites un peu ce que vous voulez aussi, puisque en fait, vous sortez du champ attentionnel. Mais dans tous les cas, si vous éveillez la méfiance, c'est mort, c'est fini, vous serez perçu comme l'agent fauteur de troubles. Donc là, vous parliez du nouveau Big Brother, en faisant allusion à 1984. Donc pour résumer ce que vous dites, pour régner heureux, régnons cachés. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que on voit en fait une nouvelle figure du pouvoir qui apparaît au fil des siècles. C'est-à-dire que le pouvoir dans les sociétés traditionnelles vous regarde, mais il veut que vous le regardiez aussi. Le pouvoir traditionnel dans les sociétés anciennes, dans les sociétés patriarcales, mais pas que, dans les sociétés matriarcales aussi, le pouvoir vous voit et veut être vu. Donc il y a une symétrie du couple voir et être vu entre la communauté et son autorité. Et en fait, au fil des siècles, apparaît une nouvelle figure de l'autorité qui est en quelque sorte furtive, discrète. Le pouvoir aujourd'hui ne veut pas être perçu comme étant le pouvoir. Il y a donc une rupture de symétrie entre le couple voir et être vu. Il y a une rupture de symétrie sur le modèle du panoptique de Jeremy Bentham. C'est un nouveau modèle de prison inventé par un philosophe des Lumières anglais et qui a fertilisé, qui a donné des idées du grain à moudre à Michel Foucault, le philosophe des années 60-70, qui a écrit dans un livre absolument génial qu'il faut lire, qui s'intitule « Surveiller et punir » sur les nouvelles figures de l'autorité et de la domination et du pouvoir à l'ère de la société de consommation et la société libérale individualiste, qui repose sur non pas un système hiérarchique vertical, mais sur des interactions horizontales et qui sont censées être indépendantes et libres. Mais le pouvoir finalement n'a pas changé. Il a toujours pour ambition de contrôler la société. Simplement, il a trouvé des recettes plus efficaces que l'autorité verticale. C'est en fait le contrôle de tout le monde par tout le monde, une espèce d'espionnage permanent de chacun par chacun, en s'appuyant sur le conformisme et sur l'idée que finalement, nous sommes tous responsables finalement du système de surveillance en fait. C'est un peu ce que développe Michel Foucault dans Surveiller et punir. À la fin, nous sommes dans l'autosurveillance. C'est-à-dire le prisonnier dans cette nouvelle structure de prison qu'est le panoptique, le prisonnier en fait s'auto-surveille en réalité. C'est-à-dire qu'il intériorise le regard du gardien de prison sans même y penser, sans même savoir si le gardien de prison est vraiment là. Puisqu'il y a une inversion dans l'architecture de ce type de prison, c'est-à-dire que les prisonniers sont à l'extérieur, sont autour du gardien de prison, plus exactement. C'est-à-dire que dans une prison, spontanément, on pense que dans une prison, on va placer les gardiens de prison autour pour encercler les prisonniers. Et bien là, c'est le contraire. En fait, le gardien de prison est encerclé par les prisonniers. Donc il est au centre en fait du dispositif de surveillance, ce qui permet en fait de diviser le nombre de surveillants, puisque vous pouvez en mettre un seul qui va se retrouver dans une tour par exemple de surveillance et qui lui permettra d'avoir une vision panoramique sur la prison. Je vous recommande de toute façon de lire Surveiller et punir, c'est beaucoup plus clair que tout ce que je pourrais dire. Mais c'est une nouvelle manière en fait d'organiser le contrôle social, c'est-à-dire de manière apparemment décentralisée, Donc il y a les apparences de la liberté individuelle,
Mais la surveillance, en fait, est en réalité intériorisée par chacun, et chacun surveille chacun. Et ça, bon, on l'a vécu en mars 2020, entre mars 2020 et le printemps 2022, hein, où, en fait, nous devenions tous nos propres gardiens de prison. Avec la fameuse auto-attestation, et puis tous les slogans sauver des vies ou je sais plus quoi, ou si je porte un masque c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Enfin, toutes ces bêtises là, enfin qu'on nous a demandé d'intérioriser. C'était une véritable expérience foucaldienne, hein, enfin foucaldienne d'après Michel Foucault. On a vu là, on était dans l'expérimentation hein, des théories de cette nouvelle forme de prison mentale. Impalpable, psychologique, fondé sur donc la métaphore que Foucault file en fait en s'inspirant des travaux de Jeremy Bentham et de son architecture de la prison des Lumières au XVIIIe siècle. Donc il n'y a que la peur panique qui permet d'obtenir un tel conditionnement collectif. La peur panique, oui, parce que bon, c'est plus efficace même que la récompense. En fait, alors vous pouvez faire du contrôle social avec seulement de la récompense, en promettant, par exemple, que vous irez au ciel hein, si vous êtes un bon garçon ou une bonne fille. Et donc ça, ça marche. Enfin, je veux dire, mais le problème, c'est que c'est peut-être un peu trop édifiant moralement. Hein, donc en fait, c'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir et que finalement votre but n'est pas l'édification morale hein, du groupe cible, mais simplement son asservissement, vous n'allez pas lui demander hein, de se contrôler. Hein, au contraire, parce que si vous voulez, le problème avec la morale traditionnelle hein, qui vous promet hein, le paradis, si vous avez été si vous êtes bien comporté pendant votre vie sur Terre, c'est que c'est structurant. Donc en réalité le problème c'est que vous permettez à la société hein, et au groupe cible de se structurer et potentiellement hein, de vous critiquer vous. Hein, c'est-à-dire que vous donnez les moyens intellectuels, vous donnez les moyens cognitifs au groupe cible de se retourner contre vous. Et donc si vous êtes à partir d'un certain seuil, bon, ça peut devenir un problème parce que il peut y avoir hein, une critique du pouvoir politique et les moyens intellectuels hein, de cette critique. Il y a des formes de pouvoir un peu plus, je dirais, machiavéliques, hein, qui en fait essaient de faire baisser le niveau dans la population, qui n'essayent pas de l'élever moralement ou qui n'essayent pas d'élever son comportement. Et là, qui s'appuie sur un type de contrôle social tourné plutôt vers la consommation et vers Alors ça, bon, il y a un livre hein, très important là-dessus, sur ce sujet-là, hein, c'est Conscience sous influence que je vous recommande, Publicité et jeunesse de la société de consommation, hein, dont j'ai rédigé la préface pour sa réédition en 2021, et donc qui montre bien l'émergence hein, à partir des années 1920 d'une nouvelle forme de contrôle social, c'est-à-dire d'une nouvelle forme de planification sociale hein, ou d'ingénierie sociale par la consommation et non plus par la promesse hein, du paradis après la mort. Donc en fait, c'est la promesse du paradis sur Terre. Donc, la consommation, c'est le paradis sur Terre. Et il n'y a plus véritablement cet exercice, on pourrait dire spirituel, qui consiste en fait à tolérer la frustration, hein, ou à tolérer en fait les frustrations, à tolérer les difficultés pendant notre vie terrestre pour un bien supérieur après la mort. Non, on est dans la consommation, c'est-à-dire en fait dans le raccourcissement hein, entre l'effort et la récompense. C'est-à-dire qu'il y a avec la société de consommation, il y a en fait une intolérance à la frustration qui apparaît. C'est-à-dire et cette intolérance à la frustration fait baisser hein, en fait le niveau de structuration psychique. Comme chez les enfants. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bon, la société de consommation et le marketing qui va avec essayent finalement de nous transformer en enfants capricieux et avec une exigence de satisfaction immédiate.
Or, bon, justement, la civilisation, c'est la tolérance à la frustration, c'est-à-dire la tolérance au travail. Le travail qui en fait n'est pas toujours, ne donne pas des fruits toujours immédiats. Donc en fait, si vous voulez faire baisser le niveau dans une société, quelle qu'elle soit, il faut réduire le cycle de la tolérance à la frustration, pour que les individus de cette société deviennent tous des enfants capricieux, ce qui vous permettra en fait de les contrôler par la récompense, avec une promesse de récompense, mais une promesse de récompense qui va les aliéner, au lieu de leur donner les moyens de supporter le travail, et de construire en fait leur propre autonomie. Donc c'est toujours cette dialectique entre autonomie et hétéronomie. Il y a un équilibre à trouver si vous êtes au pouvoir et que vous avez en face de vous une masse. Il faut se mettre dans la peau des prêtres, par exemple, il y a 3000 ans en Mésopotamie. C'est là que finalement les premières cités-États apparaissent, donc les premières sociétés de masse. C'est-à-dire quand on sort de la période néolithique du chasseur-cueilleur et que les humains commencent à s'agglomérer dans les villes, dans les agglomérations de plusieurs milliers d'habitants. Là, on a les premières villes, et là, on a les premières questions qui se posent chez les hommes de pouvoir. Comment on va organiser tout ça pour que ça ne nous pète pas la figure, en quelque sorte, pour que la masse ne se retourne pas contre notre autorité. C'est là la question éternelle du pouvoir. Mais même quand je parle des sociétés de masse qui apparaissent avec les premières cités-États en Mésopotamie, en fait, n'importe quelle tribu amazonienne de 30 personnes rencontre déjà ces questions-là. C'est-à-dire que si vous êtes le chef de la tribu, votre intérêt, c'est de rester le chef et de ne pas être viré, en fait, de ne pas vous faire que votre autorité ne soit pas contestée par un plus jeune ou un plus fort ou un plus rusé. La question, c'est d'asseoir son pouvoir durablement. C'est ça, voilà, et ce n'est pas forcément un abus de pouvoir. Enfin, je veux dire, il y a toujours, une société a besoin d'ordre, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, et puis d'un ordre juste si possible, et évidemment, c'est-à-dire, où chacun en fait trouve sa place, et voilà. Mais disons que dans une société tribale primitive, préhistorique, le chef de la tribu, c'est quoi? C'est le meilleur chasseur ou c'est le meilleur guerrier? Voilà, en fait c'est l'homme qui a le plus de force physique. Et puis après, il y a des spécialisations. Vous avez le chaman, qui lui n'est pas forcément le plus fort physiquement, mais qui est le plus fort verbalement, le plus fort au niveau de la rhétorique. Et puis ensuite vous avez éventuellement des spécialistes. Il y en a qui sont très habiles pour fabriquer des arcs, d'autres pour fabriquer des flèches. Il y a donc fabriquer des progénitures aussi, peut-être. Oui, bien sûr, oui. Et puis les sages-femmes et puis les femmes, qui ont leur domaine de spécialité aussi. Donc chacun en fait a sa spécialité. Voilà, donc la question, c'est de toujours maintenir, que ce soit mal intentionné ou bien intentionné, de toute façon, la question du pouvoir, c'est toujours de durer dans l'être, persister dans l'être, donc c'est une question universelle. Bien sûr. D'ailleurs, l'ingénierie sociale est vieille comme le monde, puisque il semblerait que les Grecs et les Romains avaient déjà inventé tous les outils pour pouvoir mener cette guerre immatérielle, cette guerre psychologique. Oui. Vous citez souvent donc des livres importants comme Saint-Augustin et sa Cité de Dieu, ou Homère et son l'Iliade et l'Odyssée, et puis également le Deutéronome. Vous voulez nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, la Cité de Dieu, ça c'est un outil effectivement de contrôle social par la récompense. C'est-à-dire que le monde est corrompu, mais après la mort, nous irons dans un univers, nous quitterons notre enveloppe terrestre, enveloppe charnelle, et nous rejoindrons le paradis. Et le paradis, c'est un lieu de pureté, qui ressemble au paradis originel, avant la chute et le péché originel. Donc tous nos problèmes terrestres disparaîtront.
Donc bon, enfin ça c'est attractif, hein, forcément. Ensuite, oui, donc Homère, hein, donc bon, enfin tout ce qui tourne autour de Ulysse, hein, essentiellement. Hein, bon, c'est une mise en scène, hein, de la ruse. Donc bon, c'est la ruse en fait est quelque chose qui est déjà présente dans le monde animal. Hein, quand un prédateur, hein, avance tapis, hein, dans les hautes herbes pour ne pas être vu de sa proie, eh bien, il applique la ruse, c'est-à-dire qu'il intériorise justement cette asymétrie, enfin, il met en œuvre cette asymétrie de la perception, hein, dont je parlais tout à l'heure là avec Bentham et son panoptique. En fait, un prédateur dans la savane, en fait, applique l'intuition fondatrice, hein, qui est celle de Big Brother, hein, enfin du nouveau Big Brother qui ne veut pas être vu, hein, pour être plus efficace. Donc donc ensuite bon bah c'est Ulysse, hein, dans l'Odyssée, hein, l'homme aux mille ruses, hein, et puis bon l'épisode aussi donc du cheval de Troie, où en fait bon pour pénétrer les défenses de Troie, eh bien les assaillants décident d'utiliser la ruse plutôt que la force, hein, et ça marche. Donc il est pas, enfin la force brute, hein, c'est-à-dire la force physique, est parfois finalement dépassée, enfin ou du moins en tout cas inopportune, et dans un certain nombre de cas on peut produire le même résultat, hein, par la ruse, hein, par les subterfuges, par les artifices, hein, ou par l'habileté, hein. C'est aussi David et Goliath, hein, le petit finalement gagne, l'emporte sur le fort, parce qu'il est plus adroit, hein, avec sa fronde, hein, il frappe le géant en plein centre enfin en plein centre de son système, quoi, en fait, hein. Si on modélise un petit peu en termes de cybernétique, on a affaire à des systèmes qui s'affrontent, hein, oui, le Deutéronome, donc qui recommande une ruse, hein, qui consiste en fait à simuler la paix, hein. C'est, je sais, là j'ai un trou de mémoire pour le verset là en fait précis, mais bon, enfin le texte du Deutéronome n'est pas très long, c'est facile de le retrouver, hein, donc où en fait Yahvé recommande à son peuple, hein, une ruse de guerre, hein, qui consiste en fait à proposer la paix, hein, pour que la cité assiégée vous ouvre ses portes. Une fois qu'elle vous a ouvert ses portes, bon bah voilà, vous faites ce que vous voulez. Bon, c'est une déclinaison du cheval de Troie, hein. C'est-à-dire qu'en fait le cheval de Troie repose sur la curiosité, hein, puisque les Troyens font rentrer le cheval de Troie, cette espèce de statue là, de structure, parce qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce machin. Bon bah faites approcher là, on va faire rentrer ça. C'est spectaculaire. C'est ça, oui, voilà. Et puis, en fait, le vrai principe, hein, du cheval de Troie, il est à l'intérieur de ce que l'on voit. Hein, donc, en fait, c'est un peu un principe de cryptographie, hein. Vous avez un message à l'intérieur d'un autre message. Et puis, donc, dans le Deutéronome, là, vous avez une déclinaison, hein, de ce principe qui consiste à faire s'ouvrir volontairement les défenses de l'ennemi, hein, donc en fait vous le piratez avec son consentement, donc c'est même plus du piratage en réalité. C'est-à-dire vous obtenez vous abusez de sa confiance. C'est la fabrique du consentement. C'est ça. C'est en fait vous abusez de la confiance de votre ennemi en usurpant l'identité, hein, de quelqu'un qui veut la paix. Je reconnecte là en fait, hein, je reviens sur les deux principes là énoncés par Kevin Mitnick, hein, usurpation d'identité et abus de confiance. Donc vous proposez la paix, l'ennemi vous ouvre ses portes, et puis là vous pouvez zigouiller tous les hommes en âge de se battre, et prendre les femmes et les enfants. C'est donc en fait tous ces stratagèmes de guerre en fait, hein, que ce soit dans le monde hébraïque ou dans le monde grec, sont connus depuis des milliers d'années, hein. On retrouve ça aussi écrit noir sur blanc littéralement dans l'art de la guerre, hein, Sun Tzu. On retrouve ça dans la Bhagavad Gita, donc un des textes fondateurs de l'hindouisme, hein. Oubliez que en fait la Bhagavad Gita se déroule, en fait c'est une discussion sur un champ de bataille, hein, entre Aruna, si je me souviens bien, enfin entre un demi-dieu, hein, hindou, et son serviteur, hein. Ils sont sur un champ de bataille en fait. Donc
tout ce dont je vous parle, hein, fondamentalement, en réalité, c'est quelque chose qui est spontané, qui vient spontanément dans les cultures païennes. C'est-à-dire que les cultures païennes sont fondées sur le rapport de force, en réalité. Contrairement aux cultures monothéistes, en fait, hein, qui ont évidemment en fait des éléments, hein, de paganisme en elles, mais les cultures monothéistes, surtout le christianisme, est plus, hein, dans la promesse, hein, d'un monde où il n'y aurait plus de rapport de force, c'est-à-dire un monde sans rapport de force, un monde pacifié, hein, que les cultures païennes qui, elles, mettent en scène, hein, des combats de titans ou des guerres humaines, hein, et c'est beaucoup plus, on voit ça, c'est évident, enfin, je veux dire, dans les cultures, enfin, dans l'hindouisme, partout, enfin, alors aussi, il y a guère que le bouddhisme qui ressemble un peu au christianisme, de ce point de vue-là, hein, ou qui promet aussi, hein, d'en finir avec les tensions, hein, de dépasser, hein, les rapports de force de la nature, pour aller vers un mode de vie plus, pacifié, quoi. Est-ce utopique? En fait, ça, je pense qu'au niveau global, ça l'est. Hein. Maintenant, au niveau individuel, évidemment, on peut être fatigué des tensions perpétuelles. Hein, c'est humain. Et puis choisir un mode de vie monastique, chrétien monastique ou bouddhiste monastique. Puis, je veux dire, les bouddhistes ont des monastères également. C'est marrant de voir en fait finalement ces deux traditions converger. Hein, en fait, il y a pas beaucoup il y a deux religions en fait, hein, qui ont des moines en fait, hein, c'est le christianisme et le bouddhisme. Ce qui est logique, hein, c'est-à-dire en fait, dans la mesure où la philosophie, hein, de ces religions, en fait, c'est un peu le retrait par rapport au monde, hein, par rapport aux tribulations, par rapport en fait au chaos mondain, au bruit et à la fureur. C'est ça, voilà, oui. Et voilà, ça se comprend, hein, je veux dire, mais bon, c'est dans certains cas, d'une certaine façon, c'est peut-être inadapté à la situation. Parfois, il faut quand même consentir au combat, hein, parce que sinon, justement, on va se retrouver encerclé, hein, par l'ennemi. Un monastère, effectivement, en période de paix, ou du moins, ou dans certains cas, ça peut être un havre de paix, hein, mais le risque, ou alors effectivement, il faut développer, hein, des techniques de combat comme les asiatiques, enfin comme les moines, comme certains moines l'ont développé, ce qui leur permettait effectivement d'assumer aussi le rapport de force, mais sans le chercher, quoi. Et donc est-ce que d'ailleurs, si l'on enseignait ces techniques d'ingénierie sociale à l'école, on pourrait échapper à ces phénomènes de manipulation de masse, selon vous? Oui, bien sûr, oui, puisque en fait, l'ingénierie sociale repose beaucoup sur l'inattention. Il faut cultiver l'inattention, hein, dans votre cible. La diversion, faire diversion. Oui, la diversion, et le fait de ne pas être conscient de ce qui se passe. Il faut, bien souvent en fait, le pouvoir raconte mal, hein, l'histoire. L'enseignement de l'histoire, l'enseignement, le récit, hein, qui va en fait être délivré aux enfants pour en fait structurer leur psychisme et très souvent mal conçu, hein, mais pour en fait plutôt les éduquer à la naïveté. C'est-à-dire justement en fait, hein, tout ce qui est stratagème, stratégie, ruse de guerre, etc. Va être consciemment, hein, évacué, hein, pour laisser entendre que finalement c'est la sincérité, la spontanéité, l'honnêteté qui l'emporte en politique. Donc ça, c'est une véritable éducation à la naïveté. Et c'est comme ça qu'on est éduqué, hein, en Occident. Il y a en fait effectivement on passe sous silence, hein, toutes les stratégies, hein, et tous les calculs d'intérêt, hein, des gens de pouvoir, et puis tous les coups bas, hein, tous les coups tordus, hein, qui à l'école on ne nous parle jamais des opérations clandestines, hein, des services secrets, jamais. Ou très rarement. Éventuellement, on aborde légèrement le sujet avec la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Bon, voilà, mais en gros, bon, ces opérations clandestines restent marginales, et puis, bon, c'est vraiment parce que les résistants y étaient forcés qu'ils faisaient ça. En fait, c'est structurel, la clandestinité, hein, au sens des opérations des forces spéciales ou des services secrets, c'est le cœur nucléaire, hein, de la politique. C'est ce que dit Sun Tzu dans l'art de la guerre. Hein. Il faut savoir, comment dire, l'espionnage, hein, est central. Hein, c'est-à-dire savoir envoyer des agents infiltrés derrière les lignes ennemies, que ce soit, hein, sur un champ de bataille, là comme en Ukraine, ou que ce soit dans le nouveau champ de bataille qu'est la bureaucratie, hein, à savoir envoyer des gens chez l'ennemi dans un contexte administratif, bureaucratique, pour faire du renseignement, pour savoir ce que pense l'ennemi, hein, pour pouvoir se mettre à jour soi-même, hein, et anticiper sur la nouvelle étape du rapport de force. Eh bien, tout ça, c'est absolument central. Mais on n'est pas du tout préparé à ça en Occident. Ils le sont peut-être un peu plus en Chine, hein, parce que c'est plus dans leur culture. Hein, donc, mais il y a un niveau d'éducation supérieur en Chine, je crois. Ça, je sais pas. Je ne connais que la culture classique chinoise, et la culture classique chinoise, effectivement, revendique, hein, le stratagème, hein, très clairement, et puis les déguisements, la transformation, le jeu de Go. Oui, enfin voilà, enfin toutes ces choses-là, en fait, disons qu'il y a une éducation à la stratégie, hein, qui fait partie du bain de culture commun, du bain de culture normal. En Occident, honnêtement, bon, à part Ulysse, hein, voilà l'exemple donc du personnage d'Ulysse, mais bon, en fait, qui est pas non plus forcément central. Enfin, évidemment, bon, enfin, dans la culture grecque, enfin, c'est surtout Platon et Aristote, hein, qu'on nous enseigne, hein, beaucoup plus. Et justement, la ruse, elle est péjorée. Enfin, c'est dans les dialogues de Platon. Hein, c'est Socrate qui est présenté comme un exemple. Et Socrate qui, dans ses joutes verbales avec les sophistes, représente, hein, celui qui cherche la vérité pure, hein, qui cherche la vérité désintéressée. Et il est affronté aux sophistes, qui eux sont donc les experts en rhétorique, hein, les experts en communication, les conseillers en communication des hommes politiques, hein, de l'époque, et qui eux ne cherchent pas la vérité, ils cherchent l'efficacité. Et ils sont présentés, hein, vraiment comme des vilains bonshommes. Hein. C'est en fait, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Donc, alors qu'en réalité, bon, n'importe quel étudiant en droit, enfin, ou qui se destine à une carrière d'avocat, va être obligé de devenir un sophiste. Hein, une bonne plaidoirie ne dit pas forcément la vérité. Hein, une bonne plaidoirie, c'est une plaidoirie qui va tirer des larmes comment dire, au juge. Qui doit être efficace. Et voilà, qui doit, enfin voilà, c'est les effets de manche. Hein, et donc, il y a un certain nombre de trucs à connaître, des trucs rhétoriques, hein, des trucs psychologiques, pour émouvoir, hein, le tribunal, et gagner sa plaidoirie. Et c'est pas forcément dire la vérité, parce que parfois même dire la vérité c'est contre-productif, parce que souvent la vérité est complexe, hein, dans des affaires de mœurs, des crimes ou je ne sais quoi. Bon, en réalité, on n'a pas le temps de reconstituer toute la réalité parce qu'il y a trop de nuances. Il y a trop de complexité, donc il faut simplifier, hein, il faut schématiser, il faut modéliser. Et dans une plaidoirie, bien souvent, en fait, c'est une simplification de la réalité. Mais n'importe quel raisonnement, enfin n'importe quelle joute verbale, à un moment donné, va ressembler, hein, en fait, à une simplification entre deux volontés, hein, qui s'affrontent, mais chacune étant obligée, hein, de simplifier, de schématiser sa pensée pour la rendre efficace. Et en ce sens, bon, quand on lit les dialogues de Platon, honnêtement, Socrate aussi, hein, fait preuve, hein, de stratagème. Lui aussi utilise des raccourcis, et puis où il fait des blagues, etc. Donc bon, il n'est pas uniquement, hein, dans un argumentaire purement logique.
Il n'est pas dans la méthodologie de Socrate n'est pas purement logique. Alors qu'il est présenté comme le défenseur de la logique pure. Oui, ok, de manière tendancielle, mais parfois, en fait, pour se faire comprendre, on est obligé d'utiliser en fait des artifices. C'est humain parce que dans la communication, enfin quand on prend la parole en public, on se rend bien compte que parfois si on déploie un discours scientifique, on ne sera pas compris. Donc il va falloir vulgariser et donc là il va falloir effectivement adopter une approche stratégique de la communication, c'est-à-dire communiquer avec une idée derrière la tête et ne pas se contenter de dire ce que l'on pense. Ou de dire ce qui est. Ce n'est pas toujours audible par le public, même quand on veut dire la vérité. Il y a parfois une obligation à vulgariser, une obligation à simplifier, et donc quelque part à déformer la réalité. Le discours ne peut pas toujours être totalement indexé sur le réel. L'intérêt est d'atteindre sa cible. Avant de poser mon avant-dernière question, je vais inviter donc le spectateur à acheter votre livre passionnant « Gouverné par le chaos », où vous développez aussi d'autres notions, à savoir la science actuarielle, la justice prédictive, vous parlez des réseaux Gladio et Stay Behind, vous parlez de la massification, du social learning, le virtualisme, la guerre contre-insurrectionnelle, la théorie de la jeune fille, la bleuite, etc. Donc, nous n'allons pas développer ça ici. Tout est dans le livre. Je voudrais quand même vous demander actuellement le fameux Great Reset et la mondialisation. On en est où? Alors, on est dans une phase intermédiaire, une phase de transition. Donc, l'opération est lancée en mars 2020. L'an prochain, donc à partir de 2024, l'OMS va lancer une grande offensive avec la réécriture de 2 grands textes, le règlement international de la santé et le traité sur les pandémies. Ces 2 textes, s'ils sont acceptés, s'ils sont votés par les membres de l'OMS, les 194 pays membres de l'OMS, donnera à l'OMS un accès direct à notre intimité. Parce que le but, en fait, c'est d'en finir avec la décentralisation des politiques sanitaires nationales pour qu'il n'y ait plus qu'une seule politique sanitaire mondiale, décidée à Genève. C'est le concept One Health, une santé. Les choses sont claires, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est l'OMS qui parle de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule santé. C'est-à-dire qu'en fait c'est une approche cybernétique, une approche systémique. Donc il y a, chaque individu est un petit système, lui-même pris dans un système de systèmes, qui s'appelle son peuple, par exemple, ou sa nation, son État-nation, lui-même pris dans un ensemble continental et lui-même pris dans un ensemble planétaire. L'OMS va plus loin, et quand je dis que l'OMS applique une approche cybernétique, c'est au vrai sens du terme, puisque la cybernétique ne distingue pas le vivant et le non-vivant. Il n'y a que des systèmes. C'est-à-dire que moi et la table là sur laquelle nous nous appuyons, en fait, nous faisons partie d'un même système qui s'appelle la pièce de mon appartement. Et mon appartement est lui-même un système intégré dans un plus grand système qui s'appelle le bâtiment, l'immeuble d'habitation où je suis, où nous sommes là en ce moment. Et ensuite, vous avez le quartier, voilà. Donc c'est comme la théorie des ensembles en mathématiques. Il y a des ensembles, des sous-ensembles, des sous-sous-sous-ensembles, et puis des ensembles d'ensembles, voilà. Et on peut passer d'une échelle d'observation à l'autre par la métacommunication. En fait, c'est le principe qui permet de passer d'une échelle d'observation ou d'une échelle de cognition à l'échelle suivante, à l'échelle au-dessus. Bien, l'OMS là, a décidé de nous faire tous rentrer dans un seul système sanitaire qui intègre aussi les objets inanimés. C'est-à-dire que son concept de One Health, une santé, intègre la santé des humains, de tous les humains. Donc là, on est vraiment dans le mondialisme assumé, mais aussi la santé des animaux et la santé de la Terre. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Je sais pas, Gaïa, ou je sais pas quoi, ou le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de nivellement entre donc tous les humains. Déjà, on est tous dans une masse indistincte, les animaux et les objets inanimés.
Et l'OMS en fait veut traiter cet énorme ensemble en fait comme une unité sanitaire. Donc là, on est vraiment dans le globalisme, le mondialisme cybernétique totalement achevé, puisque bon, parler de la santé de la planète et la mettre sur le même plan que la santé des animaux et que la santé des humains, ça ouvre la voie en fait à la santé des robots. Le transhumanisme. C'est ça, et la santé de l'intelligence artificielle. C'est ça en fait, juste après quoi. Donc avec en fait tous les déplacements par fenêtre d'Overton en quelque sorte, tous les déplacements graduels sur le plan éthique qui consisteraient ensuite à considérer la santé d'une intelligence artificielle avec le même niveau de compassion que la santé d'un être humain. Parce que c'est ça à la fin le but, c'est en fait qu'il y ait le même niveau de compassion, le même niveau d'empathie, le même niveau d'intérêt pour les machines que pour les êtres vivants. C'est pour ça que depuis 10-15 ans, on voit apparaître la notion de droit des robots. Ça c'est... bon, moi, le transhumanisme est un objet d'intérêt pour moi depuis une vingtaine d'années. Et cette notion de droit des robots qualifie non pas le droit des propriétaires des robots ou des propriétaires des machines. Non. Il faut réussir à considérer un robot, une machine, une intelligence artificielle comme une personnalité juridique, comme une personne juridique. C'est ça en fait. À la fin, le but, c'est qu'il n'y ait plus de distinction entre le vivant et le non-vivant. Et donc voilà, donc l'OMS nous emmène vers ce monde très étrange. Que c'est ça me fait penser d'ailleurs là en fait bon c'est pas hors sujet mais c'est un album de Björk, la chanteuse la islandaise qui met ça en scène. C'est un album qui s'appelle Utopia, voilà, et qui met en scène en fait ce monde post-patriarcal, c'est son terme, et où en fait donc le vivant et le non-vivant ne se distinguent plus vraiment. En fait, on voit, parce que c'est un album concept, et toutes les chansons ont été filmées. Et il y a un clip vidéo par chanson, et c'est assez cauchemardesque. Faut avouer, c'est bon. Je crois qu'il y a un clip où il y a un être humain qui fait l'amour avec un robot. C'est fort possible que ce soit issu de là. Je l'ai vu il y a une dizaine d'années, quand c'était sorti. Bon. C'est assumé pour certains artistes. D'ailleurs, Björk était en ménage avec Matthew Barney, qui est aussi un transhumaniste assumé, qui est un partisan. Enfin, dans son œuvre, en fait, il met en scène des chimères humains-animales. Donc des êtres en fait chimériques qui sont donc génétiquement des hybrides d'humains et d'animal. Donc voilà, bon, il y a enfin c'est l'humain augmenté des nazis finalement. Là c'est même au-delà de ça, parce que bon, j'ai envie de dire bon, l'humain augmenté des totalitarismes du XXe siècle, que ce soit les mussoliniens, dans le futurisme fasciste par exemple, dans le surhomme hitlérien, ou dans le nouvel homme soviétique. Bon, ça, malgré tout, en fait, bon, c'est des statues grecques qu'on nous montre. Enfin, je veux dire, c'est des hommes beaux, en fait, ça physiquement. Reste de l'humain. Voilà, c'est de l'humain fantasmatique, de l'humain fantasmé. Mais bon, ça reste édifiant. Enfin, je veux dire, parce que bon, je pense qu'à l'époque, si on leur avait montré des humains avec une tête d'animal, bon, ça aurait fait fuir tout le monde. C'est évident. Enfin, les mentalités n'étaient pas préparées à ça. Mais bon, aujourd'hui, avec plusieurs dizaines d'années de libéralisme, donc en fait de décomposition des traditions, de décomposition des formes classiques, eh bien, les masses sont proches, sont mieux préparées à accepter un dépassement de l'humain qui ne ressemble plus du tout à de l'humain, qui n'est même pas de l'humain idéalisé, comme chez comme dans les trois régimes là, dont je parlais au XXe siècle. Donc là, il y a en fait aujourd'hui en fait même une valorisation en fait de la non-humanité.
avec tout le mouvement de la self-identification, qui est une mode aux États-Unis, qui consiste finalement à dire que je ne suis pas un être humain, je suis un animal, et puis on va s'habiller, par exemple, une femme va porter comment dire ça, un serre-tête avec des oreilles, pour dire voilà, en fait je suis un lapin, ou je sais pas quoi, ou je suis un chat. Ou je suis un robot. Et voilà, où je suis un robot. Enfin, disons qu'il y a des gens aux États-Unis qui se déguisent, en fait, en animaux, et qui voudraient que ce ne soit pas simplement un déguisement, que c'est une affirmation identitaire pour eux. Ensuite, bon, vous en avez d'autres qui vont se faire tatouer, par exemple, des écailles sur la peau, et qui vont dire « je suis un lézard », ce genre de choses. Donc bon, là, on est au bout du bout, en fait, du libéralisme, c'est-à-dire de l'individualisme. C'est une folie collective. Oui, voilà, c'est ça. C'est une psychopathie. C'est oui, c'est de la psychose, parce que en gros, si on oppose les pathologies, en fait, au XIXe siècle, à l'époque de Freud, les gens souffraient de la dette symbolique vis-à-vis de leurs parents, et de leurs ancêtres. C'est-à-dire, en fait, les gens, justement, en fait, les pathologies, les principales pathologies, c'est des pathologies de la dette. C'est-à-dire, en fait, comment régler ce que je dois à mes ancêtres. Aujourd'hui c'est réglé, il n'y a plus aucune dette, et j'ai le droit de faire un great reset sur moi-même, de faire une table rase finalement sur moi-même et sur ce que je dois à mes ancêtres, et c'est le principe là de l'auto-identification. Je ne dois plus rien au passé, et chaque jour mon identité peut être rejouée, peut être renouvelée chaque jour. Je peux faire une table rase sur mon identité, même plusieurs fois par jour, si je le souhaite. Donc là, on s'achemine vers la psychose complète, c'est-à-dire, si je oppose ça à la névrose, c'est le poids du passé, en fait, c'est le poids des souvenirs, c'est le poids de l'Oedipe, ce que je dois à mes parents, et à mes grands-parents, et à mon arbre généalogique. Et comment je gère ça? C'est ça la névrose. Avec les effets positifs et négatifs, voilà. Bon, mais aujourd'hui, quand vous écoutez les psys, ils vous disent en fait il n'y a plus de névrosés. On ne reçoit plus de névrosés. Nous, maintenant, on reçoit des psychotiques ou des borderline. C'est-à-dire des gens en fait qui sont au bord de la psychose. C'est-à-dire des gens en fait qui ne souffrent plus du poids de leurs ancêtres, contrairement aux névrosés, mais justement des gens qui sont en quête d'affiliation identitaire. Aujourd'hui, le vrai problème, il est là. Au 19e siècle, et même jusque dans les années 60, les gens souffraient de leur affiliation identitaire. Et comment finalement exister en tant qu'individu en dépit de mon inscription dans un héritage. Voilà, ça c'était le problème du névrosé. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'héritage. Donc maintenant, la question, c'est comment me réinscrire dans un collectif, me réinscrire dans une histoire. C'est la cancel culture, pour oui, cette expression à la mode. Oui, la cancel culture, en fait, qui est en fait déjà appliquée au niveau psychique individuel. C'est-à-dire, en fait, c'est le libéralisme individualiste qui vous dit vous êtes libre. Vous, en tant qu'individu, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Voilà, donc vous n'êtes plus en dette d'une histoire, vous n'êtes plus le représentant d'une filiation, je sais pas, d'une race, d'une culture, d'un genre. Non, vous pouvez, si vous voulez, vous êtes né femme, mais vous pouvez devenir un homme. Vous êtes né, voilà. Donc en fait, c'est une liquidation totale de tout héritage et de de l'histoire. C'est ça la cancel culture. Sauf que c'est déjà appliqué au niveau psychique. Et c'est une illusion. Oui, c'est une illusion, oui. Mais en fait, le problème, c'est que l'illusion peut avoir un impact aussi puissant que le réel. Quand on croit fermement à quelque chose, eh bien, ça peut... ça crée un nouveau réel. Ça peut produire, oui, par un effet de prophétie autoréalisatrice. C'est l'effet performatif du langage. J'aurais une dernière question. On dit que le contraire de la peur, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour, Lucien Cerise? Alors, l'amour, c'est la confiance. D'abord, c'est une déclinaison de la confiance. Comme je vous disais, en fait, on peut modéliser le lien social
avec 3 types de relations. La confiance, la méfiance, l'indifférence. La confiance, enfin l'amour, c'est une des formes de la confiance. La haine, c'est une des formes de la méfiance. Et puis il y a l'indifférence, qui est une sorte de relation aussi. Enfin, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, l'indifférence est une sorte de relation aussi. C'est-à-dire que si je suis dans une pièce avec quelqu'un et que cette personne ne me voit pas, en réalité, il y a un type de relation, malgré tout. Et qui peut être effectivement instrumentalisé dans une perspective justement d'action clandestine, c'est-à-dire ne pas être vu. C'est le principe là des ninjas ou ou tout simplement de n'importe quel espion. Un espion, bon, dans le pire des cas, il préfère être vu, perçu comme digne de confiance. Bon, bah comme ça, il a accès, à l'intériorité de sa cible. Mais bon, dans l'idéal, il vaut mieux cultiver une relative indifférence par rapport à sa présence physique ou autre. Mais bon, l'amour, effectivement, c'est une des formes du lien social, et ça repose sur la confiance. Et c'est ce qui construit la réalité, l'amour. C'est-à-dire que là, enfin, je sais j'avais appris ça là, à une époque, enfin quand je fréquentais des gens qui travaillaient dans la sécurité des systèmes, ils appliquaient notamment un schéma, le schéma R de la psychanalyse lacanienne. Le schéma R, c'est le schéma de la construction de réalité, mais qui est simultanément le schéma de la construction de confiance. C'est-à-dire que on voit que la réalité est synonyme de confiance, donc d'amour. C'est-à-dire que vous allez comprendre tout de suite, mais par exemple quand la confiance disparaît dans un couple, c'est le couple même qui disparaît, la réalité du couple. Par extension, si la confiance disparaît dans un groupe, par exemple dans une équipe de football, eh bien, c'est la réalité même de l'équipe de football qui disparaît. Puisqu'en fait, le ballon ne risque pas de circuler très bien si les 11 joueurs de l'équipe de foot se méfient les uns des autres. Vous voyez à quoi ça pourrait aboutir. Et donc, là, on voit que en fait, on peut poser 3 synonymes. Amour égale confiance égale réalité. Alors après, évidemment, faire monter la méfiance dans un groupe, donc faire monter la haine, éventuellement, ou même simplement la méfiance, c'est-à-dire la paranoïa, en lançant des accusations d'opposition contrôlée ou d'agents infiltrés, c'est aussi une forme de réalité, évidemment, mais c'est une réalité en voie de décomposition. C'est-à-dire que la réalité, c'est toujours une réalité groupale, c'est toujours une réalité collective. Il n'y a pas de réalité individuelle, contrairement à ce que nous dit la cancel culture et la self-identification. La réalité, c'est toujours dans le regard de l'autre. Détruire la cohésion du groupe, c'est détruire le groupe. C'est ça, voilà, et puis détruire sa représentation collective. Il y a des concepts, la grecque, qui ont été travaillés notamment par un auteur de science-fiction qui s'appelle Philip K. Dick, qui travaillait beaucoup sur justement la dialectique entre le koinos cosmos et l'idios cosmos. Cosmos, c'est monde. Idios, ça donnait le terme d'idiot, c'est-à-dire en fait la singularité. Et puis le koinos, c'est le commun, c'est le collectif. Et en réalité, en fait, il n'y a pas vraiment d'idios cosmos. Un monde purement individuel, c'est le monde d'un autiste. Donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, va bientôt mourir. Donc ce n'est pas, même si un autiste a son petit monde à lui, de toute façon, il n'est pas viable. Il reste un animal social. En deux mondes de lien social, de toute façon. Mais là, avec justement tout ce délire, postmoderne, dans lequel nous baignons, on veut nous faire croire que le modèle cognitif de l'autiste est tout aussi viable que le modèle hétéronormé, c'est-à-dire le modèle névrotique normal, le modèle psychique normal. On nous parle maintenant de diversité cognitive.
C'est-à-dire, ça fait partie de cette société inclusive, là, de diversité, société ouverte, qui ne parle que de diversité inclusive. La diversité, aujourd'hui, ça consiste à mettre sur le même plan les malades mentaux et les gens bien portants. L'OMS travaille beaucoup là-dessus, en fait, pour qu'il n'y ait plus que des malades potentiels. Ça, c'est encore un subterfuge rhétorique. C'est-à-dire que l'OMS aimerait bien, finalement, que la maxime de la médecine ne soit plus primum nocere, c'est-à-dire en fait d'abord ne pas nuire, mais l'OMS aimerait bien remplacer ça par la phrase du docteur Knock. C'est-à-dire en fait les gens sains ou les bien portants sont tous des malades qui s'ignorent. Alors on pourrait dire un esprit sain est un malade mental qui s'ignore. C'est ça, voilà. Et donc, pour en finir avec, alors ça, on voit ça beaucoup à l'ultra-gauche, c'est-à-dire, mais on trouve ça aussi maintenant de plus en plus, ça aussi dans une certaine ultra-droite, qui est transhumaniste, c'est un mouvement qui existe, et qui cherche à dépasser toutes les normes anthropologiques conventionnelles, et pour, en fait, avec le message, comme quoi, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Donc il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de normativité. Tout le monde a la même légitimité. Enfin, vous êtes tous égaux. Et en fait, là, en l'occurrence, un malade, doit avoir en fait le même niveau, en fait, d'accès, par exemple, à certains postes. On voit, par exemple, c'est dans les armées aujourd'hui, à l'OTAN, il y a toute une politique de promotion du handicap. Donc, handicap mental et handicap physique. C'est très étrange. Donc évidemment, bon, ça va pas donner grand-chose sur le champ de bataille, mais et puis surtout, bon, on voit que même si c'est que pour des emplois de bureau, en fait, l'égalité l'emporte sur l'efficacité. Si vous êtes dans une recherche d'efficacité, bon bah les malades, vous les renvoyez chez eux pour se reposer. Et les handicapés, bon, vous leur donnez une pension d'adulte handicapé, vous les obligez pas à travailler. Enfin, en tout cas, vous les envoyez pas dans des domaines socio-professionnels inadaptés, qui en fait, où en fait on travaille avec son corps, parce que bon, l'armée c'est ça, c'est essentiellement un travail physique. Ça peut être une manière de se débarrasser des inutiles, pour utiliser ce terme ouais. Affreux. Mais bon, alors je pense malheureusement, que en fait les idéologues qui sont derrière cette promotion du handicap dans les armées croient sincèrement faire le bien. C'est pas du darwinisme social pour liquider les faibles, etc. C'est toujours au nom du bien. Oui. Et au nom en fait de l'égalité, qui peut contester en fait, qui peut contester l'efficacité dans certains cas. Mais c'est pour ça que l'Occident s'effondre. L'Occident est victime d'une idéologie égalitariste totalement délirante, et le pouvoir y croit sincèrement. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. C'est l'amour qui va sauver le groupe. Oui, mais l'amour, c'est pas l'égalité en fait. C'est dans certains cas, l'amour doit, obliger au respect des hiérarchies. On peut pas mettre tout le monde sur le même plan. L'amour, c'est en fait donner à chacun ce dont il a besoin en fonction de ses capacités aussi. On va pas mettre au premier plan, on va pas envoyer en première ligne sur le champ de bataille des femmes enceintes ou des enfants. Donc l'amour, c'est la complémentarité. C'est ça, oui, et la complémentarité fondée sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour, et à partir de là, il n'y a plus de groupe. Il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de lien social. Mais justement, là, tout ce qui est promotion du handicap, diversité inclusive, met en péril, justement, cette organisation fondée sur la confiance. Puisque c'est l'inefficacité qui l'emporte sur l'efficacité. Donc, à un moment ou un autre, en fait, il va y avoir des problèmes de confiance, justement, des problèmes d'organisation. Et on peut le prévoir à l'avance. Donc c'est un bienfait pour personne. Absolument pour personne, même pas pour les handicapés, ou pour les marginaux, ou les gens, les atypiques, ou les anormaux. C'est même pas un bienfait pour eux. Donc pour conclure, vive la confiance. Je vous remercie infiniment, Lucien Cerise. Merci.